Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame, vous êtes mutée. Bonjour, madame. Votre micro, c'est... Ah oui. Je suis désolée, il y a tant de problèmes avant le cours et je déteste avant le cours telle confusion. Heureusement, on est là. Alors, comme je vous ai annoncé hier, aujourd'hui, je touche le polycope 2 de didactique. La dernière fois, vous avez fait cours avec Dr. Ali. Elle a commencé le premier polycope avec les théories et les ismes, le cadre conceptuel. Vous étiez initié un peu à cette notion de didactique de langue, didactique du fleur. Je crois qu'elle a bien expliqué les bases, les notions de base. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus, le pratique, les vraies pratiques d'enseignement et apprentissage du fleur. Et comme je vous ai dit hier, je vais faire cours aujourd'hui et demain, ce sera avec Dr. Arthur. Mais aujourd'hui, je fais unité 3 et unité 4, comme j'ai dit. Est-ce que vous avez pu jeter un œil sur les deux unités, unité 3 et 4? Non? Bon, je commence à partager l'écran. Attends. Vous voyez l'écran? Oui, madame. Alors, unité 3, ça s'appelle Interlangue. Et dites-moi franchement combien de personnes ici vous avez pu lire cette unité, ces deux unités en fait, 3 et 4. Non? Vous n'avez pas lu? Tout le monde, vous êtes ici aujourd'hui et toutes les personnes qui sont en cours aujourd'hui, est-ce que vous allez passer l'examen pour 004? Examen, ça veut dire le end-term exam. Est-ce qu'il y a tout le monde qui va se passer? Non? Madame, j'essaierai. Ok. Je crois Madame, que j'avais... ok. Au moins, Madame, comme- j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est possible pour passer deux unités seulement, pour passer examen pour Non. Si vous deux faites, c'est pour le cours entier. cours entiers? Exactement. Ok, d'accord. Ok. Si Au vous... mois de décembre, est-ce au mois de Oui, décembre? c'est ça. Je crois qu'ils ont communiqué la date tentative, non? Oui, et la dernière, la date finale euh, pour les Le devoir. pour les devoirs, C'est le 30 septembre. 30 septembre. Mais pour le... non, pour le mémoire, c'est 30 novembre. Oui, Mais pour mais les pour les devoirs, autres, c'est 30 septembre. ok. Et il faut Vous avez essayé? envoyer le mémoire à Headquarters. Comme je Oui, vous ai indiqué, l'adresse oui. registrar SED, vous envoyez
votre Pour moi, projet. c'est un peu stressant parce que je travaille à l'école et il n'y a pas de temps, mais je vais essayer. Je le Mais c'est ferai. possible que vous faites même le mémoire la prochaine fois, parce que le mémoire aussi, ça c'est comme un cours entier. Alors si vous ne pouvez pas le compléter, vous pouvez le faire au mois de juin ou puis le décembre prochain même. Vous Mais avez tout. les devoirs, je dois, oui. Le devoir, vous allez le faire cette fois. C'est possible que vous le faites la prochaine fois également. Mais après ça, si vous faites, il y aura d'autres questions. Oui, In other words, the validity of an assignment is there for 2 cycles, as I had said. oui. And again, you'll have fresh questions for the same courses. So whenever you decide to submit your assignments, you will have to do those very assignments that are there as fitting, by the date. If you're doing it in that session, then you pick up that assignment. So it's up to you totally. The only thing is that if you have submitted all assignments, you can later choose not to do the term end that time and postpone it to a later session. That is completely possible. Like you submit your devoir now, but you do your term ends next time. OK, OK. That's possible. Merci, merci. C'est toujours mieux de compléter le devoir parce qu'une fois que vous avez envoyé le devoir, le choix est à vous. Vous choisissez si vous voulez faire le term end ou non. Oui, madame, je comprends. Oui, Rudy. Donc, nous avons la possibilité d'envoyer notre devoir. Désolée, il y a beaucoup de bruit chez moi. Nous avons la possibilité d'envoyer notre devoir pour la séance, pour l'examen de juin aussi. Même après ça. Pendant 4 ans, vous avez la possibilité pendant 4 ans, je dis. C'est une structure modulaire, je vous ai expliqué. Même après juin, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire votre examen final même au mois de décembre 24. C'est toujours une possibilité. Donc, je vous demande pour les mêmes questions. Non, pas pour les mêmes questions. Vous aurez un autre devoir. Mais nous avons le choix jusqu'à juin pour ces questions maintenant. Oui, c'est ça. Alors, même aujourd'hui, s'il y a des personnes dans la classe qui font ce cours de didactique, je crois qu'il y a ceux qui ne vont pas passer l'examen cette fois, peut-être. Mais c'est une bonne idée de compléter, de faire le cours, parce que on m'a dit qu'il y a beaucoup d'enseignants, d'enseignantes, de professeurs de français, et ce cours de didactique est surtout important pour ceux qui sont dans la profession, même qui ne sont pas dans la profession d'enseignement de français. Peut-être 2 ans après, vous voulez enseigner le français. Aujourd'hui, vous travaillez dans un MNC, mais peut-être après avoir complété le MA, vous voulez enseigner dans une institution. C'est toujours possible. Et le cours de didactique de FLE, c'est pour ça que je vous dis toujours, c'est extrêmement important. Et c'est très pertinent. It's very relevant to your needs. So even if you're doing a job in an MNC today, 3-4 years down the line, you might just decide to, come back to teaching. Parce qu'en Inde, le domaine d'enseignement de français, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de possibilités. So look into this well. Even if you're not exactly a teacher, it doesn't mean that it's not relevant. Well, vous voyez le titre de cette unité, unité 3. C'est quoi ça? Lisez, lisez. C'est quoi ça? Madame, c'est interlangue. Voilà, interlangue.
Maintenant, je vous demande, expliquez-moi, what does this convey to you? Quelle est la première idée que vous avez une fois que vous dites interlangue? Madame, est-ce que je peux? Oui? Ça peut être l'apprentissage des langues étrangères. Mhm. Mais pourquoi interlangue? Parce qu'il y aura deux langues. Merci. Oui, bien sûr, il y a la langue maternelle et puis la langue cible, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est l'interlangue? Oui, Nathalie? Entre les deux langues. Exactement. Et j'ai lu cette partie, en fait. Mhm. C'est la forme de la langue cible que l'apprenant commence à parler lors de son apprentissage. Donc, ce n'est pas vraiment la langue évolue ou il n'est pas expert dans cette langue cible, mais lors de son apprentissage, il a un certain niveau et c'est ce niveau, y compris des fautes, des erreurs qu'il fait. Donc, cette forme de la langue cible, c'est l'interlangue. Très bien. Vous avez presque tout compris. Interlangue, comme on dit en anglais, interlanguage. Et quand vous dites inter, c'est toujours une sorte de progression. Vous êtes en train de. C'est un processus qui continue. On n'a pas encore complété, mais on est en train de. Alors, on est entre les deux langues. La première, c'est la langue maternelle, la langue de départ. Et la deuxième, c'est la langue d'arrivée, qui est la langue cible. Vous tous, vous comprenez la langue cible? C'est quoi ça en anglais? Qu'est-ce qu'on dit, la langue cible? Target language. Target language. Très bien. Target language. Alors, dans ce cas-là, pour nous, c'est la langue cible, c'est le français, mais les notions telles que l'interlangue, etc., c'est commun pour toutes les langues étrangères. On pourrait l'utiliser même pour comprendre comment ça se passe en allemand ou espagnol, toute langue étrangère, mais ici, on est un groupe de français langue étrangère, alors je parle de français langue étrangère. Alors, interlangue, ça représente une étape intermédiaire, between the two. Il y a toute une possibilité de faire une progression d'une étape à l'autre, c'est-à-dire vous commencez à partir de votre langue maternelle et puis petit à petit vous faites la progression vers la langue cible. Et tout ce qui se passe entre ces deux points, cela inclut le processus d'interlangue. Vous tous, vous avez fait l'approche communicative, non? Vous avez fait avec Dr. Lee, ok? Quelqu'un m'explique qu'est-ce que c'est l'approche communicative? Oui? C'est quoi ça, l'approche communicative? J'ai tout un groupe d'enseignants ici et vous ne connaissez pas ce qu'il veut dire par l'approche communicative, la méthode communicative? Je peux essayer, madame. L'apprenant et l'enseignant parlent dans la même langue et l'enseignant pose des questions ou apprend la langue dans une forme communicative. Pas la méthode traditionnelle qui, sur le tableau, elle explique la grammaire et ça. Non, il communique et il parle et il enseigne dans la langue cible pour les apprenants. Oui, c'est presque correct. D'autres explications? D'autres personnes? Oui? Est-ce que je peux? Oui? Le professeur utilise plutôt la langue cible, sauf si l'étudiant est bloqué. Donc, le professeur utilise les deux langues, la langue maternelle et aussi la langue cible, dans la classe. Mais c'est plus la langue cible que la langue maternelle.
Bon, ce que vous dites, ça veut dire plutôt, on l'appelle la méthode éclectique. C'est pas vraiment la méthode, l'approche communicative. Mais je ne sais pas, vous n'avez pas fait cette notion avec Dr. Nargis? Nous avons, madame. Ah, vous avez bien oublié, hein. L'approche communicative, c'est une méthode d'enseignement-apprentissage de français qui, qui est basée sur la simulation des situations réelles de la vie. Par exemple, c'est ce qu'on appelle l'approche dialogique. Vous avez vu, j'en suis sûre, dans les manuels, vous avez les situation 1, situation 2. Par exemple, aller à une visite au marché ou chez le médecin, et vous parlez à votre ami dans la rue. Ce sont des petites situations et vous avez des dialogues donnés. Et les dialogues comme vous parlez dans la vie réelle. Parce que dans les méthodes traditionnelles, quand vous faisiez une traduction d'une langue à l'autre, c'était très formel. Et c'était bien artificiel. C'est pas comme ça qu'on parle la langue étrangère. Mais l'approche communicative est un produit de cette philosophie que quand on apprend une langue étrangère, ça doit être comme parlé, comme utilisé par des natifs, par les autochtones, par les locuteurs natifs. Parce que ce que vous apprenez à travers des manuels, c'était auparavant, c'était très formel et c'était bien figé, very rigid structures. Je m'appelle ceci, je mange le pain. Bon, very, very structured things. So, ce n'était pas comme ça que vous parlez dans la vie réelle. Et l'approche communicative a commencé en réponse de ce lacune dans la méthode. On voulait enseigner la langue cible comme on le parlait. Et voilà, c'était l'approche communicative. Et on apprenait la langue à travers les situations, à travers les dialogues. On avait même des mots tels que pouf, salut, comme dans les manuels. Auparavant, c'était que le registre formel de la langue cible. Mais maintenant, dans l'approche communicative, c'était juste comme la langue utilisée par des natifs. C'était la langue communicative. Oui, Darshini? Madame, alors vous voulez dire que pour expliquer quelque chose, on peut même utiliser la langue maternelle ainsi que la langue cible. Non. Parce que c'est ça qui est écrit dans l'approche communicative. Où? C'est 2.4. C'est dans la deuxième unité? Oui, dans le manuel. Dans l'approche communicative, on peut utiliser la langue maternelle ainsi que la langue cible pour clarifier ou exprimer et les erreurs ne sont pas directement corrigées. Bon, si c'est écrit, bon, c'est pas exactement l'approche communicative. Il faut comprendre que l'approche communicative, c'est plutôt la forme de la langue. Et ce qui est la langue maternelle et la langue cible, on l'appelle l'approche éclectique. Vous savez, le mot éclectique, ça veut dire l'approche mixte. When we say eclectic approach, it is something that is used as a mixture of all methods. So somewhere when you say eclectic approach, it is also a, bits and pieces of communicative approach, bits and pieces of audio visual, audio oral, traditional, direct, indirect. When you mix all of these, then it becomes approach eclectic. But when you essentially say approach communicative, there is a certain loosening of practices. Because before approche communicative, on utilisait la méthode directe. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'était la méthode directe?
Quelqu'un madame. m'explique? C'est quoi ça? Madame, quand on enseigne les élèves dans la langue cible, c'est la méthode directe. Voilà. Quand il n'y a pas d'autre langue dans la situation d'échange, c'est la méthode directe. Et c'était venu à la suite de la méthode indirecte. Indirecte, on faisait toujours la traduction à travers une langue à l'autre langue. Et puis, on a fait exactement le contraire. La méthode directe, on n'utilisait que la langue cible. We even have it today, which we call la méthode bain linguistique. Bain linguistique. Bain means to take a bath. So, bain linguistique is to immerse you in that target language. And that was la méthode directe où vous utilisez uniquement la langue cible. Mais l'approche communicative, c'était un peu plus fluide. C'était tout d'abord le type de langue qu'on a enseigné, c'était la langue qu'on a utilisée vraiment dans la vie réelle en France, dans les pays francophones. C'était pas le code formel. Et de temps en temps, peut-être, on pouvait utiliser la langue maternelle, mais pas toujours. Quand on utilise toutes sortes d'approches, c'est-à-dire la langue maternelle, la langue cible, la méthode audio-orale, tout ça, that mixed method is called la méthode éclectique. That is a separate thing. So, l'approche communicative, c'est pas exactement utiliser la langue maternelle tout le temps, mais peut-être vers le début, on utilise un peu de langue maternelle et petit à petit, c'est une progression vers la langue cible. En fait, c'est ça que je voudrais traiter dans cette partie d'interlangue, parce que comme je viens de vous dire, interlangue, ça représente une progression. Vous commencez d'un niveau avec beaucoup de langue maternelle et petit à petit, vous utilisez moins en moins de la langue maternelle et la progression est vers la langue cible. Cela représente ce processus d'interlangue. Okay? So, when you talk about interlanguage, it is essentially involvement of the maternal language also. If you start teaching learning in entirely the target language, you're only using one language for communication, there is no scope of interlanguage. Interlanguage will always have two languages, one this and one that. So when you talk of interlanguage, it is actually a part of the communicative approach where the real situation is taken into consideration, and that is how the method is handled in the actual teaching learning situation. Why I began with all this is, si vous regardez votre unité, c'était Larry Selenker qui a pour la première fois parlé de cette notion d'interlangue, et c'était en quelle année? 72. Il a parlé de cette notion d'interlangue. Il a collaboré avec son collègue l'autre Corder, Samuel Pitt Corder et Larry Selenker, les deux pédagogues qui ont parlé de cette notion d'interlangue dans l'année 1972. Alors, c'est la même période qu'on a commencé aussi à parler beaucoup de l'approche communicative. Comme je viens de vous dire, l'approche communicative, ça veut dire on a touché la langue réelle. Et quand on parle de cette situation réelle, on accepte qu'il y a une phase, il y a une zone où les apprenants font des erreurs, les fautes. Tout
tout en se transposant de la langue maternelle à la langue cible, il y a une petite partie où il y a des erreurs. Les efforts à parler, des fois, on crée des structures qui ne sont pas correctes. Mais comme ça, à travers ce processus de négociation, if you remember, I had talked about this process of negotiation when I was doing linguistics with you. I had said that a child learns by making mistakes. If the child wants a biscuit and it says dodo and the other doesn't understand and someone says, oh, biscuit, so then the child knows, okay, that thing is not called a dodo, it's called a biscuit. So that is called linguistic negotiation. Even in this stage of Antherlong, suppose there's a student who's using the wrong term for something in class, creating, a lot of terminology by his own imagination. Ça représente une période d'interlangue où il y a des erreurs, but these errors are not permanent. They are a stage of negotiation from where the child moves and finally reaches the level, the target level, le niveau cible de la langue cible. So this is a period of negotiation. This is a period of mistakes. So that is how interlanguage functions, and Selenker and Samuel Pitcorder had, for the first time ever, talked about these theories of interlanguage. One sec. Si vous voyez l'unité 3, il y a quelques caractéristiques d'interlangue, parce que l'interlangue, on a identifié tel qu'un certain niveau de langue. Quand vous apprenez la langue cible, les caractéristiques de langue, c'est systématique. Parce que, pourquoi c'est systématique? Pourquoi est-ce qu'on dit c'est systématique? Parce que un certain groupe d'apprenants, et il faut comprendre que l'interlangue, dans les différents contextes, va être différent. C'est-à-dire, le type d'erreur que font des apprenants indiens, ça va être extrêmement différent de ce que vous avez peut-être au Japon. C'est-à-dire, l'interlangue et les erreurs d'interlangue vont être différentes dans les différents contextes. They're not going to be the same because why do you think interlanguage in different contexts would be different? Tell me. As teachers, think and tell me why it would be different. Madam, Yeah. l'influence the socio-cultural. Yeah, in a way, yes, you're close to it, yes. Yes, Niranjan? Madame, parce que la langue maternelle des communautés différentes sont différentes. Et l'apprenant essaye à généraliser et utiliser la même structure de langue maternelle dans la langue cible. Exactement. C'est ça. Quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose? La grammaire est différente. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, la grammaire ou la langue maternelle, tout ça, on appelle les influences préalables. Connaissez ce terme préalable? It means prior. Alors, les connaissances préalables, que ce soit une langue maternelle, que ce soit la prononciation que vous avez eue auparavant, que ce soit la structure grammaticale, que ce soit le choix de mots, tout ça, c'est influencé énormément par la connaissance préalable.
C'est pour ça qu'on dit peut-être que les enfants apprennent une langue étrangère mieux que des adultes. Parce que pour des enfants, il n'y a pas de passé. Ils commencent à faire la langue et uniquement la langue cible. Mais pour des adultes, il y a toujours un filtre de la langue maternelle. Et des fois, les erreurs d'interlangue, ils viennent à cause de ce filtre linguistique. Par exemple, quelqu'un qui connaisse déjà l'anglais, la plupart d'apprenants en Inde, ils connaissent déjà l'anglais. Alors, vers le début, quand ils commencent à faire le français, il y aura des erreurs telles que je suis 20 ans. Parce qu'en anglais, on dit I am 20 years. Alors, dans les efforts de faire la même structuration grammaticale que l'anglais en français, l'apprenant fait des erreurs. Et ce sont des erreurs d'interlangue. Ou bien on essaye de, comment dire, mais je voudrais dire qu'il ne faut pas confondre entre le code switching, parce qu'on a déjà discuté le code switching, si vous vous en souvenez, dans le cours de linguistique, je vous ai dit le métissage, le mélange des mots. Vous utilisez deux langues à la fois, des fois même en Inde, quand on parle hindi, on utilise plusieurs mots anglais. Ça, c'est pas interlangue. Les erreurs d'interlangue, ce sont des créations imaginaires de la part d'apprenants. Ils imaginent qu'ils peuvent faire les mêmes choses que d'autres langues. Ils essayent de transposer la même chose dans la langue cible. Et c'est pour ça qu'il y a des erreurs d'interlangue. So when you say something like English, that's a very common term. We say English, where you mix Hindi and English. That is not interlanguage. Please don't confuse the two. That is code switching. Interlanguage is something which the learner is doing almost unconsciously, subconsciously. Or at times, they imagine they are being extra smart. And they pick out structures from the native language, and they try to put it on the long sible, and they imagine that they have learned. But that is how the teacher needs to kind of monitor and correct at that point. Ici, je voudrais vous dire, il y a 3 grandes étapes en interlangue. La première étape qui est plus proche à la langue maternelle, ça s'appelle le bésilect. Cette partie, vous n'allez pas trouver dans le matériel. C'est quelque chose que j'ajoute de ma part. Alors, notez bien si vous voulez. J'essaie de vous expliquer. Le premier niveau, ça s'appelle le bésilect. Bésilect, vous commencez à faire une nouvelle langue, la langue cible, et vous êtes plus proche à la langue maternelle. Ensuite, après, disons, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, vous êtes arrivé à un niveau qui s'appelle le mésolect. Mésolect. C'est le point intermédiaire. Vous avez appris un peu la langue cible. Première, c'est bésilect. Deuxième, c'est mésolect. Et le troisième niveau, qu'on dit est presque le niveau cible de target level, on l'appelle acrolect. Acrolect. Ideally, that is the final level, but theoretically, I'm just giving you 3 levels: basilect, mesolect, acrolect. This is how interlanguage functions, and the learning keeps moving from basilect towards acrolect.
In between mesolect and acrolect, there is a very, as Selenker used to say, there is a very risky phase, a very dangerous phase of language learning, et il a appelé la fossilisation. Vous comprenez les fossils? Qu'est-ce que c'est fossils? The things which have been lying underground for centuries, and a tree might become a rock. So that's a fossil. And when you say something is fossilized, there is a certain sense of no movement. So Selenker talked about fossilisation de langue cible, and this stage happens between mesolect and the acrolect. So you have learnt, let's say 60-70% of la langue cible, and you are moving towards the final stage, but the learner begins to imagine that he or she has already achieved the final level. And then there is a certain blockage that the person won't learn any more words. The person imagines that he or she knows already the final level, and there is a certain fossilisation, where the learner becomes falsely confident of having achieved the final level. Falsely confident. C'est une confiance fausse. Et c'est l'étape de fossilisation. Which is why, en domaine de didactique, on dit que cette étape de fossilisation a besoin d'un énorme intérêt de la part du professeur, de l'enseignant, ce qu'on dit monitoring, la surveillance pédagogique. C'est-à-dire, l'enseignant doit tout le temps surveiller s'il y a une certaine fossilisation chez l'apprenant, et c'est une période de faire corriger. Il faut toujours dire non, c'est pas ça, il faut le corriger à cela. Parce que c'est cette fausse confiance chez l'apprenant qui crée toutes sortes d'erreurs. And that has to be monitored constantly. Which is why I told you right at the beginning, this entire process of interlangues is something which, like, c'est un processus, c'est en train de. And at any point, if it stops, because between basilect and mesolect, the student is kind of very shaky still. No, je ne connais pas. But between the next two levels, c'est cette fausse confiance. Bon, je connais déjà la langue. This is also the stage où vous faites les erreurs de faux amis. Vous vous en souvenez, l'autre jour, je parlais de faux amis. Qu'est-ce que c'est faux amis? Yes? False friends, I had taught you in translation and then again in linguistics. Does anyone remember what are false friends? Des mots dans les deux langues qui ont presque le même orthographe, mais deux sens différents. Absolutely. So these are the kinds of mistakes which are trademarks, just biggest signs of fossilisation. They imagine that they know everything, but they don't know that those words, they mean something drastically different in the other language. And that leads to very comical situations at times. You say something and you imagine you've said something, but the one who hears it, it's very funny for that. So those are the kinds of error which happen at this stage between mesolect and acrolect. Let me see if there's anything more. See, this unit is pretty easy to understand, especially for the ones who are, teaching. It's tout simplement
les détails de cette situation d'enseignement-apprentissage, la situation d'échange en situation d'apprentissage. Il faut lire l'unité et vous allez tout de suite comprendre ce qu'il veut dire. Voilà 3,5, vous avez quelque chose, concept de langues en contact. Et puis vous avez les interférences. Le processus d'interlangue, cela inclut les interférences linguistiques. Interférence, ça veut dire, comme je vous ai dit, que pour des adultes, c'est toujours un processus de filtre linguistique. Parce qu'il y a déjà une langue, ou peut-être pour des apprenants indiens, il y a plus qu'une langue. Vous avez 2 langues, 3 langues que vous avez déjà appris. Alors, il y a 2, 3, 4 filtres quand vous apprenez une langue étrangère et ils sont tous là. That is called interference. So what happens? Structures like, lexical structures like en français, on dit je vous aime. But in Hindi, you say, no, in Hindi, you do say the same way. मैं तुम्हें चाहता हूं, je vous aime. It's the same structure. But in English, you say, I love you. The structure is different. So at times, the error in interference, till the student is told, this is the place where the maternal language comes as a help if the teacher is smart enough. For example, for an Indian learner, the teacher says that, look, the French structure of the sentence mimics the Hindi structure and not the English structure. So you don't say j'aime vous, you say je vous aime, which is closer in structure to मैं तुम्हें चाहता हूं. So these are the responsibilities of teacher monitoring, which is very, very essential to interlanguage. To avoid unnecessary interference and to stop this kind of overlapping of language structures, it is very important, especially in multilingual, plurilingual contexts, where the student would be trying to put in all kinds of earlier languages that he or she knows. So the interlanguage also represents a very, very crucial phase from the point of view of teaching. Because if the teacher leaves, the student at that point, then things start crumbling down. The student never understands what the mistake is. Yes, Riddhi. No, c'était uniforme. So, in fact, often this interlanguage thing has also been seen in the case of using Google Translate, where because of a certain linguistic fossilization, the person imagines that one has done a wonderful work, and because the person has not attained that level of understanding what blunders in translation have happened, the person imagines that, okay, the translation is perfect, whereas it is not. So, monitoring the errors in the stage of interlanguage is also as important a step in teaching. It almost becomes a teaching tool of noticing the kind of errors the students are making. Then a very common note of error that this stage represents is les erreurs d'orthographe. On connaît bien qu'il y a une grande différence entre le français oral et le français écrit. Et c'est pour cela qu'on utilise très souvent la méthode de dictée. Je crois que tout le monde ici qui enseigne le français, vous avez tous utilisé le dicté en classe. Et pourquoi le dicté est considéré extrêmement important? Parce que c'est comme ça qu'on utilise la qualité d'entendre bien, d'écouter bien et puis présenter en forme écrite.
C'est pourquoi la dictée est considérée importante. Mais pour des personnes qui sont en train d'apprendre la langue cible, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs à ce niveau. Un mot tel que beaucoup. Il y aura des problèmes d'orthographe parce que l'orthographe est bien longue, mais la prononciation, c'est beaucoup, c'est fini. So till the time the person is really thorough with the actual spelling of the word, if you just leave it between the oral and the written, the person will falter. And many times what happens? The learner tries to oversimplify and write things like BOKU because that's what he or she hears. And straight away, linguistically putting that, they say Boku. And they think it's okay because that's what they have heard. Ça, c'est la grande différence entre anglais et hindi, parce qu'hindi, on dit ce qu'on écrit, on écrit ce qu'on entend. Mais en français, il y a une grande différence. Donc, les apprenants qui connaissent l'anglais aussi bien que l'hindi, il y a un grand problème parce que des fois, pour simplifier les efforts, ils écrivent, ils utilisent les structures telles que B, O, K, U. On the contrary, there are also cases where they begin to read every letter. They will say things like Bukup. And if you say, why are you saying this? They say, oh, doesn't matter. We make lesser mistakes in spelling that way. So these are strange notions of foreign language learning where the student exercises his or her own brains and does very strange things which are unexpected. Nobody expects that you write BOKU or you say BUKUP. But these happen, and these happen because il y a déjà une structure préalable qui existe dans le cerveau. The prior linguistic structures which exist, which lead to errors of interlanguage. Now, in the unit, when you read, you'll also come across the kinds of mistakes in interlanguage. You have grammatical interferences where I told you it's like je suis 20 ans or j'ai 20 ans. Instead of that, you say je suis 20 ans. Or a very common mistake that is noted, I'm speaking, je suis parler. Because that ing thing doesn't exist, en français, I speak, je parle, I'm speaking is also je parle. Et c'est difficile pour l'apprenant de comprendre que cette structure, ça existe uniquement en français parce qu'ils ont, comme d'habitude, ils essayent de faire la même chose qu'ils ont fait en anglais. Alors, si en anglais on dit he is speaking, ils vont dire il est, il est parlé or something like that. So that is again grammatical error, grammatical interference. Then you have phonetic interference. Phonetic interference interlanguage is essentially at the level of pronunciation. Quand vous comprenez pas les lettres qui ne sont pas prononcées, this word itself, beaucoup, the initial stage, people would say beaucoup for something, or many other words have the letters are generally silent en français, and they don't understand, so they make those mistakes of pronunciation, and interlanguage errors are present in written as well as oral forms. So these are called interferences because of the existence of a prior language which hinders the acquisition of la langue cible. Oui, il y a des questions? Quelqu'un? En ce qui concerne les erreurs d'interlangue, il faut comprendre également que quelqu'un vient de me dire aussi que parce qu'il y a
des différences dans le contexte de l'apprenant. Il y a une différence des langues maternelles, il y a une différence des ressources de l'apprenant. Alors, il y a des erreurs typiques qui sont produites de ces circonstances sociales, circonstances culturelles et économiques aussi. Ça, je vous dis parce que, exemple, quelqu'un vient d'une famille assez pauvre et peut-être il n'a jamais vu quelque chose comme croissant. OK? Surtout dans un contexte indien. Bon, la seule chose peut-être pain, ça veut dire bread. Mais il y a plusieurs sortes de bread. Mais un apprenant qui vient d'une famille riche, qui a vraiment goûté, il connaît bien ce qu'il veut dire le frangipane ou le croissant, il comprend très facilement. Mais pour quelqu'un qui vient d'un autre profil, ce serait difficile pour cette personne de comprendre ce qu'il veut dire par le croissant. So here what happens, the person would find it very difficult to associate with this new concept of something as simple as bread. Pain is bread and finished. But that there are so many kinds of bread is a contextual challenge. And that needs to be monitored at the time. The teacher needs to tell the person, the learner, that all breads cannot be called pain. You don't look at a croissant, you don't call it a pain, you don't call it a frangipane, because you have different names for that. And these are challenges brought in by different socio-economic, socio-cultural profiles. So there again you have problems of interlanguage and the person using the wrong nomenclature for something else. So that's also possible. Then one very common thing that I have noted is the desire for mixing, structures of words. Let me give you an example of English and Hindi before going on to French. In Hindi you say मैं घबरा गई या मैं घबरा गया. And what is the word in English for ghabrana? Nervous. I have often heard people say hum nervous aa gaye. What is nervous aa gaye? They're combining nervous plus a, that a coming from ghabra ka a plus nervous. They create their own new word and they say main to nervous aa gaya. There is no word like nervasana. And then they even have this verb which is called nervasana, because you say ghabrana, so you make it nervasana. The blending of structures, you people did morphology with Dr. Mishra, the structuration of words. So in that, they're taking nervous of English plus na of Hindi, which was already there in their minds. They blend the two and they create a third form which is actually linguistically not correct, and they make it Narvasana or Narvasagaye. So these are the kinds of interlanguage errors which happen when the child gets over creative and trying to mix up two languages and creating a third form. And this is where the monitoring comes in, and correction of errors is very important. So this I just gave you an example because Hindi and English, they are around us and you'll understand it better. Now, en ce qui concerne les erreurs comme stratégie d'apprentissage, ça dépend de professeur, ça dépend d'enseignant. Si vous notez bien le type d'erreur,
par des apprenants, vous comprenez pourquoi vous avez de telles erreurs. Par exemple, il y a beaucoup de personnes en classe qui écrivent je suis 20 ans, je suis 22 ans. The teacher needs to understand immediately, okay, this is an absolute reflection of English structuration, which is giving rise to this mistake. Because it is a particular mistake being done by a lot of students, and it is representing a certain reality. So the thing is that types of errors in interlanguage, well noted, can also become the perfect strategy for correction. Une fois que, en tant qu'enseignant, vous avez bien compris pourquoi il y a telle ou telle erreur, vous pouvez tout de suite expliquer. Voilà, en français, on utilise avoir. On ne dit pas je suis 20 ans, on dit j'ai 20 ans parce que c'est comme ça, c'est différent. Ce n'est pas comme ça que vous faites en anglais, mais c'est comme ça que vous faites en français. Alors, si vous expliquez les erreurs aux apprenants adultes, ça marche beaucoup mieux. And it is upon the teacher to understand why a certain thing is happening, or even in matters of pronunciation. You know, as we all know, the maternal language impacts the pronunciation of the target language immensely. So, if the teacher has a good knowledge of a large number of, let's say, languages in India, instead of penalizing the student, the teacher would go on to say, look, it is not that, it is this. J'ai noté très souvent que les personnes, les ourdophones, les personnes qui parlent bien le ourdou, ils prononcent très facilement le R en français, le R. Parce qu'en ourdou, nous avons ce R, vous dites Ghazal ou vous dites Ghalib. Yes, Niranjanji. The Pluto on Arab, Madam. In Oui. Arabic, we have this R sound, which the Urdu speakers also use. Exactly. So Urdu has taken on from Arabic, and the essential sounds, they have come from Arabic or in some cases from Persian. So if the person has been exposed to that sound, and you see that is a h, but the same thing is used for the letter R in French, so they find it very difficult. And a data was collected and found that the non-Urdu speakers found the French R very difficult because there is no sound as R in Hindi or Sanskrit. So they found it very difficult. In fact, a lot of Hindi phones who don't speak Urdu very well, they would say things like ghazal. Ghazal is not right, it's ghazal. So when you use the correct pronunciation, then you go closer to the French R, and how one language, the knowledge of one language can also help in the other language, or make you commit mistakes also, because that sound je en français, ça n'existe pas en sanskrit, en hindi, je, mais ça existe en anglais. Pas comme un alphabet, mais on dit des choses comme pleasure, measure. So in class, when we want to explain that sound of je, we take help of say, okay, that sound is just like you say for measure, pleasure. But even there are people who find it. Yes, Niranjanji. Madame, tous les sons qui sont empruntés de français, pleasure, measure, rouge, all these words having the jaw sound, they are borrowed from French. They are borrowed from French, but for a person who doesn't know French and knows English, they have been exposed to that sound through English words like measure and pleasure. Right. So when you want to give them an example of what exactly that sound is, you just say je, they'll never understand. But you say it's like measure and pleasure, they'll understand. But even that sound je, because ça n'existe pas en langues indiennes, la plupart des langues indiennes,
il y a des personnes de certaines régions en Inde qui ont des problèmes. Ils disent je m'appelle, you know, because ce son, ça n'existe pas chez eux. So that is the point where the teacher needs to come in, immediately understand, okay, this person has not been exposed to this sound. The person has never pronounced that sound because it wasn't required in his or her maternal language. So the person would take an extra effort to explain, look, do this, je, it's pronounced like this. So what I'm trying to say that the errors of interlanguage are also extremely important from the socio-linguistic point of view. Because if you begin to penalize a student, the student starts getting reticent. The person won't want to speak if one feels penalized. Mais si l'enseignant, il comprend bien pourquoi il y a de telles erreurs, c'est beaucoup plus facile à faire des corrections, beaucoup plus facile à corriger le son produit, la prononciation. So interlanguage, it's good news for all French teachers here that everything doesn't happen by their own. There is a huge role played by teachers, and the errors of interlanguage are totally dependent on teacher correction and teacher monitoring. So, well, with this, I kind of, I'm done with the chapter on interlanguage. I think you all are capable enough to read this and, go through this. I'd like to move on to Unité 4. Entre-temps, si vous avez des questions, 5 minutes, on pourrait discuter. S'il y a des choses que vous voulez clarifier. Oui? Est-ce que vous avez des questions? Non? Madame, pardon, madame, mais est-ce qu'il y a deux mots en sanskrit où le rang de français est présent, comme hriday, rod c'est lake, et hriday heart? That's not a r, that's a r, that's still a r. It's not a r. Okay. This Merci. r sound, I can only say, exists in Urdu words or Arabic origin words or Persian origin words. The r, which you generally write, in the Hindi script, you write the g with a dot below. That is the exact sound of the French R. In fact, I had a student who's worked on this. She'd worked on a group of students in Jamia Millia Islamia University, and she found that the ones who were familiar with Urdu, they were very easily pronouncing the sound r, whereas the ones who did not know Urdu had a big problem pronouncing it. So, it's at the end of the day, c'est tout à fait une question de vos cognition préalable, tout ce que vous connaissez déjà et qui ont déjà formulé vos chaînes de prononciation, le type d'orthographe, votre style d'apprentissage, all these things have been already there. And please remember, when I'm talking about things like interlanguage, it's largely about adult learners because, as I said, with the younger the student is, the lesser there will be of interlanguage because they take things at face value. They don't have the patience to sit and compare and do hopscotch. They just learn it the way they are put. So with adult learners, the interlanguage is much more pronounced, and in context of plurilingual societies, it's very acute. Well, let me go on to Unité 4, c'est la pédagogie différenciée. Alors, quelqu'un m'explique, ça veut dire quoi? Oui, Karishma? Bonjour madame. La pédagogie différenciée, c'est la méthode dans laquelle un enseignant enseigne aux étudiants selon leurs besoins individuels. C'est une approche éducative. Exactement. Quelqu'un d'autre?
Quelqu'un d'autre qui voudrait expliquer ce qu'il veut dire par la pédagogie différenciée? Le terme en anglais, ça s'appelle differential pedagogy. C'est quoi ça? How come there's only one person who's responded? I'm sure the others can as well. Bon. Madame, ça peut être les différentes formes d'apprendre un, un petit sujet dans la classe. Yes. Par exemple, si c'est difficile, le prof peut le briser en petits morceaux, mais l'objectif, c'est que l'apprenant l'apprend à la fin. Yes. So basically, it's a learner-centered notion. C'est selon le besoin, c'est selon le style d'apprentissage de l'apprenant, de l'élève, que vous formulez des stratégies d'enseignement. Quand vous formulez le style de présentation en classe selon la meilleure façon qui est acceptée par les apprenants, c'est la pédagogie différenciée. Madame, est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est plutôt pour les enfants qui ont un peu de difficulté à apprendre. Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que ici, il n'y a pas question de moins ou plus, c'est une question de différence. It's more a horizontal difference than a vertical one. Okay. What I mean to say is, if someone learns better with audio tools and someone learns better with video tools, it is in no way to say that one is less than the other. Or someone learns better with text. There is no question of hierarchy here. It's just that each person is different. And now let me come now, since Darshini has already raised a very crucial point, which most of us get led by. Differential pedagogy has nothing to do with disability. Let me make that very clear. It has nothing to do with disability or, that we have special needs students. No, it's not that. It is just a learning style that may be more acceptable to some learners and another learning style which is more acceptable to another group. Now, what I mean by this is, has anyone heard of the educationist pedagogue Howard Gardner? Anyone heard of Howard Gardner? He was an American educationist, very famous theoretician who came up with the notion of multiple intelligences. One is the landmark theories in education, multiple intelligences. In other words, he said, in education, we cannot move with the notion of one size fits all. Because each one is intelligent in his or her own way. And each one is capable of learning well. It is upon how we recognize the needs and how we tailor the teaching learning to make it to optimize learning for that student. That is at the basis of the theory of multiple intelligence. His very famous book was called Frames of Mind, Howard Gardner, where he for the first time talked about multiple intelligences. I think many of you might have just come across this cartoon picture and you never really paid too much attention to it,
You see an elephant, a mongoose, a tiger, a lion, a monkey, a cat, a dog, all animals standing in a line. And there's a lion sitting on a chair as a judge. And there's also a bird and there's a fish. And the person says, well, we're going to begin the test just now. And there's only one question for everyone. Who can climb the tree fastest? Now, this picture was so representative of the education system. Obviously, if there is one question which measures the capacity of the student, there'll only be the cat or the monkey, perhaps, who would fare best. The elephant can't climb, the fish can't climb, the other animals, perhaps they can't climb the tree. But does that mean they are failures? No. It just means that the method of evaluating them was faulty. This is the baseline, the picture which Howard Gardner's book started from. You can't judge a fish by its capacity to climb a tree. Similarly, in a class, in a teaching learning situation, if there are different learning styles and if there are different ways in which a person imbibes, then the pedagogy should be tailored accordingly. Now, this is not only linked to the content, it is also linked to a lot of other things. Let us look at it in a larger frame. Today, if someone says that in a conventional university, the students are more intelligent and in a distance system, they are less intelligent. Is that true? I don't think so. I've got an excellent batch of learners who are exactly the same level as any conventional institution. But because of alternative pedagogical requirements, of other constraints of life, distance learning is coming up with a more flexible model. In no way does that mean that the learners are weaker. It's just that they require a different model of learning. Your own system is the biggest example of la pédagogie différenciée. And in it no way means that you are any less than the conventional institutional students. It is because the system has understood constraints. Someone is working, someone has other commitments. So you're doing exactly the same level, but in a different way. Yes, Sunil. Yes? No, madam, the Yes. point was very relevant. I wanted to put thumbs up. Okay. So what I'm saying is, because we're doing a course, parce qu'on fait la didactique, on pense tout le temps des cours, on pense tout le temps de la salle de classe. Mais la pédagogie différenciée, c'est beaucoup plus large. Et là, on parle de différentes situations dans la vie. When we say that the NEP talks about differential pedagogy, it's a very relevant thing. All of you must know that the NEP 2020 has put this differential pedagogy as its baseline. And which is why things like blended learning, so things like credit accumulation, things like modular approach, they are all being introduced because life is not the same for everyone at every place. And in no case does that mean that there is less or more intelligence. It's just difference. So, pédagogie différenciée, c'est une autre forme d'accepter la différence entre les contextes des apprenants, pour accepter la différence dans le profil des apprenants. And finally, what you achieve, le niveau cible, ça c'est le même. At the end of your MA, you will be exactly as competent as any other student from another university. It's just that you would have approached it in a different way. So that is pédagogie différenciée. Now,
in your unit as you read it. There are, many other ways. Oh, yeah. Another very important thing that, again, I come to largely classroom practices. Est-ce que vous avez entendu de cette approche de VAC, V-A-K? Has anyone come across this approach? VAC. Ça veut dire visuel, auditoire et kinesthétique. Visual, auditory, and kinesthetic. These are three learning styles. When you say the learning style is largely visual for a certain student, that is to say the person learns better with visual tools. The person learns better watching documentaries and videos and or even reading texts. That's also part of visual. Then you have auditory, people who listen and learn better. So you have all kinds of recordings, audio recordings, you have podcasts, you have songs. Such students, they learn much better with auditory gadgets. And then there's the third thing, which is called kinesthetic. You all understand the word kinetic, with movement. It's associated with movement. So vous avez des méthodes d'utiliser le théâtre en classe. Vous faites des simulations, vous créez des situations, vous faites des travaux en groupe. Ce sont tous des exemples de kinesthétique. Vous faites des mouvements. Vous marchez dans la salle de classe. Vous marchez dans le jardin. Des fois, le professeur vous dit, alors, allez marcher dans votre voisinage et faire une collecte d'informations. Take a walk in your neighborhood and collect the following information. The person will do it very well. So those are kinesthetic learners who love walking around, doing things and learning language in a way. So that VAC, V-A-K, is one of the essential theories underlining pédagogie différenciée, where in teaching practices, the teacher needs to be very conscious of which one to use and where and for whom. So when talking of pédagogie différenciée, there are different ways in which this thing is manifested. One is at the level of content. The other would be perhaps in the way of teaching learning. Then the other could be in the way you carry out the evaluation process. For example, someone who is not a very talkative person, and you force the person to do most of the exams orally, the person would perhaps falter. So for such person, maybe the written pattern works better. And there are people who make a lot of spelling mistakes, but they love talking. So for such a person, again, the exam model could be different, and the person could be speaking very confidently, and the oral thing works better. Now, you have a certain section in the chapter which says la pédagogie différenciée et l'enseignement inclusif. These days, we're talking a lot about inclusive learning. Inclusive, that is to say, to be able to include all kinds of learners. Like when you say, I was talking about the eclectic method at the beginning of the class. When you decide to use, let's say, the maternal language for teaching a foreign language, what are you essentially doing? You're easing the process. You're understanding the profile of the learner, taking a cue from there and adding it to your teaching techniques, and which is why the learning is being optimized. So that is also a form of pédagogie différenciée, instead of all the time using what you call la méthode directe, le français parle le français, uniquement le français.
Ça ne marche pas avec beaucoup de personnes, surtout avec des apprenants adultes, ils ne comprennent rien. Vous commencez avec bonjour, bonjour, bon, c'est la fossilisation après ça, ils ne comprennent rien. Des fois, j'ai rencontré des professeurs, des natifs, des Français ou des Françaises. Elles viennent en classe et ils continuent à parler en français, bla bla bla, et les apprenants, ils ne comprennent rien. So, understanding that adult learners in an Indian context need to move from what is called from the known towards the unknown. That's also a certain style de progression. À partir de connu vers l'inconnu. I'm sorry, à partir de, yes, from the connu to the inconnu. Not exactly inconnu, mais c'est la langue cible, which is being recognized as l'inconnu, and la langue maternelle, which is connu. So from there towards la langue cible, the progression has to be there. And this is something which if the teacher doesn't recognize, it just falls flat. The teaching learning process just falls flat. And it is not only about using one language or two languages, it is also with les méthodes que vous utilisez. Par exemple, il y a quelqu'un qui adore les chansons, mais il y a un autre qui déteste les chansons. Et vous utilisez la même méthode pour la classe entière, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des personnes qui apprennent mieux avec les chansons, mais il y a des autres qui n'apprennent rien avec des chansons. So the biggest challenge in such cases is how do you formulate something which at an institutional level can accommodate all kinds of learners? Because at the end of the day, it is a very big challenge to be able to have different content, different evaluation methodologies, and different standards. Not, I wouldn't say standards. Standards are common, but different ways of approaching the whole thing. So that becomes a very big challenge at the level of a teacher and the institution itself. So, which is why when you have new approaches in teaching learning, you have things like NEP coming up. It is a huge change of approach which recognizes that learning or education is a part of lifestyle. So there, the differential pedagogy is not treated as someone was pointing out as a disability, but c'est une différence. My class, your group, has a wide range of age groups, and each one is learning in his or her own way. I don't think that is creating any kind of crisis. Even in face-to-face classes, I have seen in several alliances, you have all kinds of age group, and they are encouraged to work in groups. So there are little challenges when people of different age groups they study together, but then the methodology used has to be such that it can accommodate all kinds of learners. Par exemple, let's say there is too much of computer use in some course, and you have very senior people also in the study group. They may not be as comfortable using les outils numériques, digital tools, par rapport aux apprenants qui sont plus jeunes. So there, if the possibility of doing a thing without as much use of computers is not given, then you are maintaining a very lopsided methodology. And that is why they say that the method should be such that it can accommodate, both kinds of learners. So often you see that, there are possibilities of doing something, sending by email, or someone has a problems, it's not only a question of, not comfortable with
with internet or technology, it can also be due to not having electricity supply in your house. Something as banal as that. Somebody might be attending this class today from a small city in India which has electricity problem, which has connectivity problem, internet connectivity problem, and someone connecting from the big metros where you have no such problem. So those are also categories which make it essential that you can accommodate both. So I'll give you a simple example that in IGNOU, you have possibility of accessing the material digitally. Ideally, you should also have had the print material. Now, don't get me started on that. But the idea that IGNOU has a print material as well as the digital is to be able to accommodate all kinds of learners who have internet and learners who don't have internet. So this is a kind of, a mixed method where requirements and needs of all kinds of learners are taken into consideration, and that is what constitutes a full-fledged, a healthy pedagogical practice. And that is why Howard Gardner is considered almost, like a very, very big and a very important contributor in the domain of education. So I guess all of you can look up this multiple intelligences, Howard Gardner. That will be a good addition to you. So, well, the rest of it is, I think you can just look up the unit. It's, the last part, 4.7, méthodologie pour le français avec la pédagogie différenciée. Comme je vous ai dit, ce n'est pas uniquement pour le français, c'est pour toutes les langues étrangères, mais on pourrait discuter le français langue étrangère dans la perspective de pédagogie différenciée. Première, apprentissage coopératif, ce qu'on dit le travail en groupe, vous travaillez tout en groupe. Puis, approche communicative, comme je viens de vous dire, c'est plutôt une approche dialogique. C'est un processus de simulation, de faire une imitation de situations réelles. On fait des dialogues. Puis, enseignement basé sur les tâches. Je crois dans un autre cours, je vous ai parlé de l'approche actionnelle, where you do all kinds of activities, and through that you learn the language. For example, someone has asked you to prepare a salad and explain the recipe en français. So that would be an actional approach. Or to go out in the garden and do something and explain the process en français. So that would be an actional approach. En français, on l'appelle enseignement basé sur les tâches. L'utilisation de ressources variées, ça c'est la même chose comme je vous ai dit, les ressources visuelles, les ressources auditoires, ressources sonores, etc., ou les textes écrits. So that is ressources variées. Then enseignement individualisé, ça, c'est un peu difficile, enseignement individualisé, parce que dans une institution, c'est presque impossible de faire quelque chose pour un seul apprenant, une seule apprenante. Mais c'est plutôt, je dis que on fait des, what do you call those, the extra classes? What is that term for it? Les cours de remédiation. I'm sure a lot of you who are teaching French, you do les cours de remédiation, where you do the extra classes for students who need extra help. So there, it's more an individualized approach, les besoins individuels. Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, peut-être l'enseignant pourrait aider l'apprenant comme ça. So les cours de remédiation, in fact, the basic idea is to give individual explanation to someone who hasn't understood in the context of the entire class.
Then you have auto-évaluation et réflexion. Auto-evaluation, reflection is something that my IGNOU students would understand very well, handling questions and self-learning and self-evaluation. I always say that this is a generation of DIYs. Vous connaissez qu'est-ce que c'est le DIY? Do it yourself. Do it yourself. C'est la génération DIY, voilà. So that lies at the basis of auto-évaluation, self-learning, comme vous avez. So a lot of this also leads to learners taking charge of their own learning. So that is also another way of pédagogie différenciée. In fact, I think distance learners are one of the finest examples who tailor learning ultimately as per their own requirement. For example, in a class, you have to follow the route the teacher is taking. But suppose a learner is doing self-learning, you can hop, skip, and jump. You can go and watch a video and jump back to your text and do a chapter 2 and then again a chapter 10 and then come back to chapter 3. Those are the styles that are very individualized, which we say customized styles of learning. So distance learning is basically one of the biggest examples of pédagogie différenciée. Then you have différenciation des tâches. Here they have talked of giving different kinds of work, giving different types of exercises to different types of learners. Activité de lecture, activité d'écriture, d'écoute de parole, ainsi que les projets créatifs ou des jeux de rôle. It is essentially what I was talking about, the VAC, the visual, auditory, or the movemented, the theater, all those things in class. Then enseignement en petit groupe. This is just like enseignement en groupe large. C'est un petit groupe. Vous avez 2 ou 3 personnes dans un groupe et vous travaillez ensemble. Puis, utilisation des technologies d'information et de communication, ce qu'on appelle le TIS. This is, something very interesting. Blended learning, l'approche hybride. This is, of course, coming in your next polycop that you will do with Dr. Ali. She will talk about utilisation des outils numériques, digital tools, utiliser le TIS, la technologie en cours de français, en cours de langues étrangères. Ça, on va faire dans le polycop 3. Et intégration de la diversité culturelle. Ça, on a beaucoup parlé, comment dans la même classe, on pourrait avoir des personnes qui viennent de différentes régions, des personnes qui ont différentes langues maternelles. C'est tout un mélange de contextes culturels. Et là, si on peut créer des méthodes, des stratégies d'enseignement-apprentissage, ça, c'est vraiment la pédagogie différenciée. Now, the last section in this unit talks about les limites de la pédagogie différenciée. In other words, that pédagogie différenciée is ideally a very noble notion, but is it limitless? Where do we kind of stop that, okay, beyond this is going to be a for-all approach. It cannot be individualized beyond a point. So the first point there is time and resources. What they say is that creating a course with differential pedagogy needs a huge lot of time to prepare it, keeping in mind different needs of different learners. And often what happens that because of less time, constrained time schedule, and the pressure of completing a certain course within a given time, one hardly takes note of different needs of different learners. They just
are more interested in completing the syllabus than going by actual learning needs. So there, that kind of puts a constraint on differential pedagogy. Formation et compétences des enseignants. Now, this is a very important thing. As I just said, as much as it is the teacher's job to understand which learner learns better in what way, it is also the constraint of the teacher that how much can you really, tone down that, okay, now I'm for 5 of these, I'm going to use a song, and for 10 of them, I'm going to use a text, and for the remaining 15, I'll use a visual clip. In practical situations, c'est presque impossible. Vous avez un cours de 40 minutes, comment est-ce que vous allez faire tout ça? Alors, ce sont des défis majeurs dans la vraie situation. Ça aussi, il faut comprendre, parce qu'à la fin, la pédagogie, la didactique, ça c'est quelque chose lié à la pratique. This is an applied aspect that you actually end up doing. It's not about theory. Howard Gardner gave a very noble theory, but how much can you apply it is something, it's a very practical constraint. Then évaluation, gestion de cours, risque de stigmatisation. Voilà. There I end with the final point. You have it there. I don't know which one of you was it, Darshini, who had started the class saying, pédagogie différenciée implies something of disability. So you actually have this point mentioned in your unit, risque de stigmatisation. Excusez-moi, madame, je l'avais dit parce que quand je travaille avec le MYP, il y a dans le unit plan pour l'éducation différenciée, c'est un peu mentionné pour les déshabilités. C'est pour ça. C'est vraiment, ça ne doit pas être comme ça, mais il y a bien sûr un risque de stigmatisation, which is why it's even mentioned in your unit. Very often what happens is that, just like I was telling you, the biggest example is your own group in distance learning. Because you're taking a model which is considered an alternative pedagogy, it doesn't mean that it's a disability or it's constraining. It's just a different route. But many take it as a form of stigmatization. Even within a classroom, if you say, for these 5 learners, okay, I'm going to play a song for learner A, B, C, D, E. Il y a une grande possibilité que les apprenants se sentent stigmatisés. Non, ça va, on peut bien apprendre avec le texte. Parce que c'est une question qui, non, there's nothing wrong with us. ऐसा थोड़ी है कि हम, हम chanson से ही सीख सकते हैं. No. But that comes, in the learner's mind it comes. Why is the teacher treating us differently? But the teacher is treating you differently because the learning styles are different. But this feeling of stigmatization is a very personal emotion, and it often creeps in. When you say that this particular group, I'm going to use this set of evaluation and you people can do this, immediately that group will think, oh, is there something wrong with us? But then, that is, I guess, the responsibility of the teacher to come across explaining, no, there's nothing wrong with you, it's just that you're different. It's a higher form of, it's a more matured form of accepting les différences entre les apprenants, la différence dans le style d'apprentissage. Well, with that, I end my unit 3 and 4. It's very easy for the ones who have been in the profession, and I guess for the rest also, you already have a base. Bon, demain, on va faire cours avec Dr. Rator. Il va traiter la première et la deuxième unité. And then, la semaine prochaine, ce serait avec Dr. Ali. Elle va compléter le Polycope 3. Pendant les mois d'octobre et de novembre, on va faire des cours de répétition. On va faire toutes sortes de clarifications de vos doutes.
Not necessarily we'd have classes every weekend, and vous avez la liberté de ne pas venir pour des cours si vous voulez préparer pour les term end exams. Technically, this class with Dr. Ali would be the last official class of this year. After this, there would be, as per requirement, once in a while, we'd have, I'll definitely take 3-4 classes explaining you how to handle questions in your term ends, what means what, how many marks questions require, how big an answer, all those things. So October and November are going to be happy times for you. September end, we kind of wrapping up. So, well, si vous avez d'autres questions, je suis là, et sinon, on pourrait conclure. Ça va? Est-ce qu'il y a des doutes, des questions, vous voulez demander des choses? Mais je vous dis une chose, franchement, si vous voulez passer les examens cette fois, si vous voulez faire le term end exams ce décembre, s'il vous plaît, lisez vos unités. It's very easy for the ones who read, but it can be very challenging if you don't read. And at the same time, essayez de faire des questions qui sont là. Ok? Bon, je vous laisse 2 minutes en plus. Si vous avez des questions, demandez-moi. Sinon, ça y est. Bon. So, well, I'll leave you then. Next, tomorrow you have again 11 to 1. Dr. Rathor, il sera là. Bon. Au revoir. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Merci, À bientôt. À bientôt, madame. À bientôt. I should inform RC Chennai not to do blunders again tomorrow. And well, I shall send you the recordings as soon as they send me.